Encore une vidéo qui ne va pas être facile à chroniquer. Nous voici en enfer, et terrible ironie, le staff s'occupant d'adapter cette partie en OAV va plus ou moins le connaître. Ah, le chapitre du Mekai. Il ne laisse personne indifférent. Déjà, pour commencer, en manga, il s'agit de ma partie préférée. L'enfer d'Hadès ne ressemble en rien au sanctuaire ou au royaume de Poséidon. On entend souvent dire que Masami Kurumada ne sait guère dessiner que son style est vieillot, qu'il s'agit d'un beauf aimant le catch, mais on oublie souvent de rappeler qu'il est très cultivé. En effet, cette partie, l'auteur va s'en donner à cœur joie dans la création de spectres et des diverses prisons constituant cet environnement si hostile aux saintes. Bien entendu, c'est la divine comédie de Dante qui servira de base à cet enfer qu'est le Mekai. On pourrait se dire, à voir le plan du royaume d'Hadès, qu'il s'agit d'un sanctuaire bis, si ce n'est que les temples sont remplacés cette fois par des prisons. Eh bien pas vraiment, les épreuves sont plus originales à mon humble avis. Lorsque Shun et Seiya arrivent en enfer, devant eux se dresse un portique où on peut lire ceci. Abandon all hope, ye who enter here. Ceci est une référence à la scène du vestibule de l'enfer lorsque Dante et Virgile arrivent sur les berges de l'Achéron. Une fois l'Achéron traversé, Virgile et Dante font face à Minos, un des juges des enfers qui est chargé d'examiner les fautes. Il les juge et bannit alors que dans le manga, Minos est remplacé par son suppléant, à savoir Rune ou Lune. Dans la seconde prison, les gourmands sont condamnés à être dévorés par Cerbère, cette bête ayant cette particularité d'avoir 3 têtes. La troisième prison est celle des avares qui sont condamnés à pousser éternellement de lourds rochers. La quatrième prison, que cela soit dans la Divine Comédie ou dans le manga, est gardée par Phlégias, jadis roi de Béotie. Apollon avait séduit sa fille. Pour se venger, il mit le feu au temple de Delphes, temple érigé à la gloire de Dieu, ce qui valut à Phlégias d'être jeté en enfer. Dans le manga, Phlégias porte le surplice du Lycaon. Kurumada mêle de manière intelligente 2 rois mythologiques ayant offensé les dieux. En effet, Lycaon était à l'origine le roi de l'Arcadie qui s'était attiré la colère de Zeus en lui servant de la chair humaine. Dégoûté par ce geste, Zeus le changea en loup. Dans la 5e prison, les hérétiques brûlent pour l'éternité dans les tombes incandescentes. Par la suite, le manga ne s'étale pas sur les prochaines prisons, ce qui est une source de frustration certaine. Afin de ne pas avoir à gérer 4 personnages et pour mieux doser la difficulté, Seiya et Shun sont les 2 premiers à arriver en enfer. On ne sait pourquoi sur le plan scénaristique, Yoga et Chahu sont absents ainsi que Doko. Le duo Shun et Seiya fonctionne à merveille. On avait bénéficié de rares passages dans le manga où les 2 saintes étaient ensemble, que ce soit juste avant la menace des Black Saints ou peu avant l'affrontement avec Aphrodite. Il faut dire que le duo le plus connu à ce moment-là était Seiya et Chahu. C'est donc clairement avec cette partie que le tandem Seiya et Shun va être popularisé, si bien qu'il est mis en avant dans Next Dimension, Tenma étant le sosie de Seiya. Athéna est partie seule affronter Hadès. Seiya est chargé de lui transmettre son armure divine, respectant ainsi les dernières volontés du regretté Sion. Pour ce faire, Seiya et Shun doivent affronter de nombreux spectres dont les niveaux sont très irréguliers. On y reviendra plus tard. Pour traverser le fleuve Styx, il faudra néanmoins payer le trajet. C'est à ce moment-là que nous découvrons le médaillon de Shun. Ce dernier aura un rôle décisif sur cette partie, car Kurumada fait du jeune et pur sainte la réincarnation d'Hadès. Une idée prévue de longue date? Eh bien en fait non. En ce qui concerne la révélation sur Shun, ce n'était qu'une idée pour surprendre le lecteur. Dans mes mangas, l'important n'est pas la trame directrice, ce qui compte, c'est d'étonner les lecteurs. Pour arriver à ce but, je ne m'interdis aucune idée, mais si celle-ci paraît bizarre,
ce qui fait aussi que chaque semaine, je me torture en me demandant ce que je pourrais inventer pour créer la surprise. Un retournement qui avait pas mal marqué les esprits. Peut-être que les plus âgés s'en souviendront, mais on est beaucoup à avoir été spoilés par la cover du CD album à d'Hadès. Quoi qu'il en soit, l'idée est très intéressante et c'est un sacré coup de théâtre. Shun possédé par Hadès est d'ailleurs souvent nommé par les fans Shadès. La traversée des prisons reste toujours basée sur celle de la Divine Comédie de Dante. La seconde prison, par contre, fut modifiée. En effet, Rune agit ainsi par procuration envers Minos. L'auteur ne voulait en effet pas faire interagir tout de suite ce juge. La classe des Silver Saints tombe peu à peu dans l'oubli, bien que Shaina et Marine représentent de loin cette classe. Masami Kurumada profite de cette partie pour adapter la terrible histoire d'Orphée et d'Eurydice, une histoire franchement triste dans la mythologie grecque. Afin que celui-ci ait une véritable utilité, l'auteur fait de ce Silver Saint une légende capable manifestement d'égaler un Gold Saint si on en croit la dernière traduction en date du manga chez Kana. Le fameux Chevalier d'Argent, si puissant qu'il pourrait même tenir tête au Chevalier d'Or. C'est une véritable légende, nous dit Seiya. Peu après avoir vaincu le terrible Pharaon, l'auteur décide de stopper sa visite de l'enfer puisque Seiya et Shun profitent d'Orphée pour passer incognito les autres prisons et atteindre la Judéca. Bien sûr, les autres prisons seront quelque peu identifiées par l'intermédiaire de Shiryu, Yoga et Kanon, mais elles seront survolées pour la plupart. Une narration assez étrange qui a laissé sous-entendre aux fans que le manga ne fonctionnait plus et que l'auteur se devait d'accélérer le rythme pour rapidement conclure. En réalité, le manga rencontrait encore un succès. Bien moindre, j'en conviens, que la traversée du Junikyu, mais ceci était également une autre manière de Kurumada de nous surprendre. Malgré tout, cette cassure frustre pas mal, car il y avait des choses intéressantes à développer, et comble de malchance, les 3 temples des juges, révélés sur le plan, n'apparaîtront jamais dans l'intrigue. Surprendre, d'accord, mais la narration et le positionnement des adversaires est étrange, pour ne pas dire maladroit sur certains passages. Par exemple, il aurait été logique de voir apparaître Gordon du Minotaure ici, dans le labyrinthe du Minotaure, mais l'auteur n'en fera rien et se souviendra tardivement des autres lieutenants de Rhadamante, apparus dans le château de Pandore, alors qu'il était clair que ces 3 personnages étaient des ennemis pour Shun, Shiryu et Yoga. C'est finalement Shiryu, pour rattraper le temps perdu, dirons-nous, qui se chargera de leur compte. L'une des particularités de cette bataille, c'est que les bronzes ne sont pas tout seuls cette fois-ci. J'évoquais Orphée, qui leur sera d'une grande aide, mais comment ne pas citer Kanon? Il s'agit clairement dans son heure de gloire. Il expiera ses crimes en terrassant de nombreux spectres. De manière assez inattendue, son adversaire désigné sera Rhadamante. Ce dernier en sait long sur Kanon, et on ne saura d'ailleurs jamais comment. Quoi qu'il en soit, Kanon égale son frère Saga, et n'est rarement inquiété, et c'est probablement jubilatoire de le voir terrasser de nombreux spectres. Cela change grandement des autres arcs où les bronzes ne doivent compter que sur eux-mêmes. Il faudra néanmoins attendre l'apparition simultanée des 3 juges pour le voir enfin en difficulté. Il est d'ailleurs plus qu'ironique de voir Kanon se faire sauver par Ikki, son ancien adversaire. Son final sera hélas complètement bâclé, bien supérieur à Rhadamante sur tout le long. Sa clause est rappelée à la toute dernière minute à la Judéca pour leur rassemblement des Golds face au mur des lamentations. Kanon est donc contraint de finir le combat sans elle. Si la clause des Gémeaux n'avait pas été appelée, nul doute qu'il aurait pu terminer son combat en restant vivant. Le personnage de Doko, comme je le disais dans ma vidéo sur les Gold Saints, est très sous-exploité. On ne sait pas ni comment il a fait pour atteindre la Judéca au cours de son périple, et ainsi doubler Yoga et Shiryu et Kanon par la même occasion. Son expertise sera néanmoins d'une grande aide pour pulvériser le mur des lamentations. Il servira de guide, voire de mentor aux autres Gold, complètement découragés. Ce même Doko qui devait accompagner Kanon, si on en croit l'OAV13 de Junikyu, eh ben, quelle déception de ne pas avoir ce duo ici.
On ressent vraiment cette cassure scénaristique ou volontaire avec le Junikyu. Même chose pour chacun. Si celui-ci brillait dans la plupart de ses combats, Masami Kurumada n'est pas parvenu à lui donner un rôle à sa mesure. Bon, et si on parlait de l'adaptation animée maintenant? Non, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Il y a eu plusieurs problèmes majeurs sur cette adaptation, comme énoncé à la fin de la vidéo du Tenkaichi. Bandai Visual a abandonné Saint Seiya. Eh bien, pourquoi ne sponsorise-t-il plus la série? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, comme indiqué, une crise de l'animation japonaise voyait le jour. Nous sommes en 2005 et c'est pile au moment où le Mekai fut mis en chantier. Autre changement, et pas des moindres, qui n'a pas vraiment aidé non plus, le changement de casting. Oui, Kurumada, depuis le revival, aurait entendu plusieurs fans se plaindre de quelques voix devenues beaucoup trop vieilles pour incarner certains bronzes. Ceux qui étaient visés étaient Hirotaka Suzuki, la voix de Shiryu, et Ryo Horikawa, la voix de Shun. A priori, les retours japonais n'étaient pas réjouissants et Kurumada fut sensible à cela. Malgré tout, Tofuya s'opposa à cette mesure. Il y a une lettre qui arriva sur la toile de Masashi Yamaguchi, le manager de Kurumada Productions, et qui éclairera pas mal de choses. Cette lettre est extrêmement importante sur ce changement de casting et voir sur cette adaptation. J'écris afin d'expliquer la situation entourant le changement d'une grande partie des seiyū, qui a provoqué une grande confusion ayant des répercussions sur les sociétés d'édition, l'équipe chargée de l'animé et les nouveaux comédiens de doublage. Jusque-là, le maître Kurumada avait toujours laissé en toute confiance le staff de l'animé s'occuper de la production, sans jamais vraiment intervenir. Mais la possibilité, 13 ans après, à la fin de la série, de produire les OAV de Junkyu-en fut une grande surprise. Les dessins de Shingo Araki, les musiques de Seiji Okoyama, le Seiya de Toru Furuya, la passion du staff, une magnifique résurrection. Comme si la flamme d'antan ne s'était jamais éteinte. Cependant, les voix des anciens seiyū avaient changé. Leurs voix, qui n'avaient plus le tonus et l'éclat d'autrefois, sonnaient désormais d'un ton plus âgé, qui ne pouvait être qualifié d'adolescent. 13 ans pouvaient donc changer à ce point-là les voix des comédiens de doublage. Et le maître Kurumada eut des retours de fans disant « La voix des anciens seiyū a changé et ça ne me plaît pas. Ce ne sont plus les bronzes saintes. Dans le futur, jusqu'à quel âge comptez-vous continuer avec ces seiyū ?» Cependant, la voix de Furuya-san, l'interprète de Seiya, n'avait absolument pas changé, elle. Qui plus est, les jeunes seiyū ajoutés lors de Junikyu-en avaient apporté une grande vigueur de par leur jeunesse. Le temps avait eu un impact que nous n'avions pas imaginé, mais le maître Kurumada décida finalement de continuer le Junikyu-en sans changer le cast et ce chapitre put être terminé sans encombre. Cependant, l'indéniable changement de timbre d'une partie de l'équipe continuait à être un véritable problème. Le maître Kurumada se faisait beaucoup de soucis, se demandant si ce serait vraiment possible de continuer ainsi. Et le projet de production d'un long métrage de Saint Seiya est arrivé. Le maître Kurumada a demandé « Ne serait-il pas préférable de faire ça après avoir terminé la partie Hades? Le découpage sera ainsi plus clair. » Mais il y avait déjà toutes sortes de stratégies lancées concernant la franchise. Et quoi qu'il en soit, la prochaine étape de Saint Seiya en animé allait être un film. Au moment de réaliser ce film, la question de changer les seiyū avait déjà été soulevée. Mais Masami Kurumada avait dit aux personnes en charge « L'idée de changer tout le cast principal ne me plaît guère. Ne pourriez-vous pas essayer de n'en remplacer qu'un ou deux, ceux dont les timbres vocaux a fini par changer ?» Mais Furuya-san répondit « Je ne souhaite pas le moindre changement dans l'ancien cast de seiyū. Tout ira bien en continuant comme ça. Laissez-nous continuer avec les anciens seiyū juste une fois pour voir. Si ça ne vous convient pas, vous pourrez changer le cast. » Et les enregistrements ont débuté comme autrefois. Mais pour le maître Kurumada, quoi qu'il arrive, le Saint Seiya qu'il désirait se composait des dessins de Shingo Araki, des musiques de Seiji Okoyama et de l'interprétation de Toru Furuya. Tant que ces trois-là seront là,
il sera possible de faire vivre l'anime de Saint-Seiya et de montrer encore plein de choses aux nombreux fans, pensait le maître Kurumada. Après la séance photo, le maître Kurumada et Furuya-san allèrent boire ensemble presque jusqu'à l'aube, tout en discutant du futur de Saint-Seiya. À ce moment-là, le maître Kurumada fit une proposition à Furuya-san. Il va être ardu de continuer avec les anciens seiyuu du cast principal dont la voix a changé. Ne serait-il pas préférable d'en remplacer un ou deux par des plus jeunes comédiens de doublage? Que diriez-vous de remplacer les seiyuu dont la voix a changé par des plus jeunes comédiens? Et nous pourrions vous confier la direction totale des enregistrements. Mais celui-ci resta sur sa position. Je ne pourrais pas le faire si je ne suis pas avec les autres seiyuu originaux. Je ne pourrais pas le faire avec de jeunes remplaçants. Mais quoi qu'il en soit, ce soir-là, maître Kurumada dit quand même à Toru Furuya « Je vous laisse vous charger du remplacement des seiyuu ». Ce qui voulait dire « Ne fermez pas les yeux sur ceux dont la voix a changé. Il faut faire des sacrifices pour le bien de la production, même si c'est douloureux. » Et la production de Mekkaihan a finalement débuté. Les responsables de la Toei et de la Shueisha dirent « Vu les problèmes que ça pose, il vaudrait mieux changer l'intégralité des seiyuu. Faire une sélection entre ceux qui restent et ceux qui partent va créer trop de conflits. Donc si on fait un changement, on remplace tout le monde par de nouvelles personnes. Les jeunes comédiens sont tout aussi attirants que les anciens. » Cependant, M. Kurumada, il ne pouvait y voir d'autres seiya que Toru Furuya. Il en restait convaincu, même en reconsidérant toutes les issues possibles. Mais arrivé au Mekkaihan, le rôle le plus important derrière Seiya se devait d'avoir une voix aussi limpide que celle d'un ange. Ne pas changer l'interprète pouvait avoir un impact négatif sur le produit final. La Toei et Aoni Production confirmèrent également partager cet avis. En apprenant ça, M. Furuya prit contact avec M. Kurumada afin de lui dire « Si un seul vétéran du cast principal change, je cesserai de jouer Seiya, car je ne pourrai plus l'incarner en y mettant tout mon cœur. Les jeunes remplaçants ne pourront pas jouer ces rôles avec une aussi magnifique passion que les anciens membres. » Cet échange rendit le maître Kurumada très soucieux. Il se demandait comment faire face vis-à-vis du futur de Saint Seiya. « Quand ferez-vous le chapitre sur Zeus? Écrivez-le vite !» Le temps où Toru Furuya demandait cela au maître Kurumada appartenait désormais à un lointain passé. Les routes du maître Kurumada et de Toru Furuya, qui semblaient pourtant inséparables, avaient donc fini par prendre des directions différentes. Et le maître Kurumada finit par trancher afin d'en terminer avec toute cette confusion. La décision de Toru Furuya est donc ferme à ce point-là. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça juste pour garder Furuya. Bien que Seiya ne signifie plus rien sans lui, maintenant il ne nous reste plus qu'à changer entièrement le cast et de prendre un nouveau départ. C'est la conclusion commune que Toru Furuya et moi-même avons atteint et nous ne pensons pas la regretter ni l'un ni l'autre. Eh oui, Toru Furuya ne voulait aucunement écarter ses anciens compagnons, à savoir en l'occurrence la voix de Shun. Même un ou deux, et s'est donc montré solidaire en quittant le projet alors qu'il était le seul seiyuu à avoir la certitude d'être pris à coup sûr. Une histoire très dure pour les fans japonais. Seiya est désormais incarné par Masakozu Morita, la voix de Ichigo sur Bleach et aujourd'hui davantage connu pour être la voix de Whis. Ça doit faire bizarre les épisodes de Dragon Ball Super où Yamcha parle à Whis, tiens. Ce changement de casting a été décisif et il n'est pas impossible que ce soit une des raisons du retrait du sponsor de Visual Bandai. Hormis les comédiens de doublage, une autre ombre tout aussi importante planait au-dessus de l'organisation du staff. Shigeyatsu Yamauchi. Au moment des faits, le réalisateur était véritablement devenu persona non grata aux yeux de la Toei Animation, tout du moins sur Saint Seiya. Et c'est donc un vétéran très populaire, mais néanmoins tiré de sa retraite qui va le remplacer, à savoir Tomoharu Katsumata. J'avais déjà évoqué ce réalisateur dans ma vidéo sur les Gold Saints, notamment sur Le Verseau, où je revenais sur l'un de ses meilleurs épisodes de la série d'origine. Malheureusement, les restrictions budgétaires seront telles qu'il ne fera pas de miracle. Pire, les épisodes réalisés par Katsumata sont généralement détestés. Ne voulant prendre absolument aucun risque, il songe au copier-coller des cases du manga.
奴はここでくたばる。何？バカな！なぜ落ちてこない？まさか。おかしい。体がだるい。一体どうしたんだ。体が熱い。燃えてしまいそうだ。これは黒い斑点。バカな。La Toei Animation veut à présent se montrer ultra fidèle sur le matériel de base pour indiquer qu'il n'y aura plus jamais de modifications saugrenues de leur part. Une description que j'avais lue un jour me paraissait tellement juste. Des combats qui donnent l'impression de se passer dans une boîte à chaussures. C'est un plan rapproché sur plan rapproché, presque jamais de plan d'ensemble. On ressent une véritable sensation d'étouffement. Et ça ne se résume du coup à des combats moins percutants, mollassons, proposant moins d'impact, ce qui constituera le réel défaut de Katsumata dans son style de réalisation. Toutefois, j'aime bien malgré tout le premier épisode du Kusho qu'il a réalisé et nous gratifie même d'un plan ironiquement très Yamauchien, celui où Ikki rampe pour atteindre Hades. Et comme les combats ne sont pas présents, cela passe très bien. Mais je pense que nous sommes très nombreux à avoir gardé en mémoire le tristement célèbre 6e épisode du Zensho, qui comporte une flopée de problèmes techniques, de travelling maladroit et abusif en vue de donner un semblant d'animation, mais qui du coup trahit un manque criant de budget. C'est le cas malheureusement sur quelques autres épisodes. Oui, l'animation n'est vraiment pas jolie à voir en général, surtout quand on passe après le Junikyu. Yamauchi, de par son expérience ainsi que ce qu'il avait tiré de Dragon Ball Z et les films, arrivait à sublimer le manga et donner un certain dynamisme via ses cadrages ingénieux et ses mouvements atypiques. Et ce, même en l'absence de budget conséquent. Il suffit de voir l'ancienne série TV ainsi que Dragon Ball Z et plus récemment l'épisode 2 de Beat the Vandal Buster, de même que l'épisode 6 de Sailor Moon Crystal. Et pourquoi l'animation est si faiblarde? Eh bien, pas de suspense, il y a nettement moins d'animateurs et cela se ressent. Vous pouvez le vérifier dans les crédits. Et pire, il y avait 5 studios d'animation dans le Junikyu. Ici, il n'y en a plus qu'un seul, à savoir Araki Productions. À titre de comparaison, le Meikai comptabilise 5 animateurs en moyenne contre le Junikyu qui lui en compte plus de 15. Et c'est probablement pour ça que le Meikai a été scindé en deux pour faussement soulager le studio d'animation. Et Araki, par la même occasion, sachant qu'il était tout de même le layout man sur tous les épisodes du Meikai N, ce qui constitue en soi un effort titanesque. Sur le Junikyu, il ne s'était occupé des layouts des OAV 1, 7, 12 et 13. Mais le maître était une usine à lui seul. Il y a donc eu le Meikai An Zensho, qui veut dire en fait partie 1, et le Meikai An Kosho, la partie 2. Pour le Kuchu, on remarque d'emblée que les premiers épisodes ne sont pas mauvais. Il se murmure que la production a commencé en avance à peaufiner les OAV au maximum pour que le résultat final soit le meilleur possible. Entre nous, j'aime beaucoup le second épisode de la partie 1. Et c'est peut-être l'épisode que j'ai le plus vu. L'animation est plutôt bonne. La fin fait très ancienne série. Et figurez-vous que lorsqu'on regarde les crédits, eh bien il y a un Français qui a travaillé sur cet épisode. Qui d'ailleurs regarde mes vidéos. Alors j'ai eu la chance de l'approcher et voici ce qu'il nous dit sur sa petite expérience du Meikai. Alors comment je suis arrivé sur la production de Saint Seiya Meikai? En fait, ce n'est pas du tout... Enfin, c'est complètement incongru. Je travaillais à cette époque-là dans le studio HAL Filmmaker en tant qu'assistant réalisateur sur la série Urban Star Racer de Savanguet Eiffel avec Thomas Romain. Et mon bureau était
rempli de figurines de Saint Seiya à l'époque où les Mythclose étaient en train de sortir. Et ça amusait toujours les animateurs autour qui venaient me voir en me disant c'est drôle, on a un Français fan de Saint Seiya. Et à chaque fois que quelque chose touchait à Saint Seiya, on venait me voir. Et un jour, une animatrice, Akemi Kobayashi, qui est devenue une amie, m'a proposé, est venue me voir et puis elle m'a dit écoute, j'ai la Toei qui m'a appelé, qui voudrait que je travaille sur certains épisodes du Meikai. Mais moi, en fait, ça me dit pas trop parce que c'est pas mon style de dessin et en plus, c'est vraiment très compliqué de dessiner toutes les armures. Mais par contre, si toi, ça te dit, eh bien, je te prends avec moi et puis on va se partager le travail à deux. Comme ça, dans ton temps libre, tu pourras faire les dessins des plans. Et moi, en fait, mon boulot, à ce moment-là, en tant qu'assistant, c'était surtout de faire les réunions, de préparer des vidéos, de réunions sur la série sur laquelle je travaillais. Et je faisais des tableaux Excel toute la journée. Bon, bref, c'était pas du tout de l'animation, alors que j'étais sorti d'école d'animation. Et c'était une très très bonne introduction au studio d'animation japonais. Hein, je crache pas du tout dessus. Et donc j'ai accepté, bien évidemment. Et nous sommes partis avec Akemi Kobayashi au studio Toei. Et on a fait une réunion avec deux personnes. Alors, je me souviens plus exactement qui, mais en tout cas, il y avait le réalisateur de l'épisode 2 du Meikai, qui nous a expliqué à peu près le boulot qu'on devait faire sur cet épisode. Je n'avais pas tout compris à l'époque, hein. Je laissais Akemi s'en charger. Et finalement, on a reçu les plans, et la plupart des plans qu'on avait, c'était des Nigen à faire. Nigen, c'est... En fait, j'avais le plan original de Shingo Araki, très crayonné, et puis ses propres corrections, c'est-à-dire qu'il se corrige lui-même, hein, il laissait reposer le dessin, et puis ensuite il mettait une feuille par-dessus pour pouvoir corriger le style. Le lendemain, il s'est peut-être rendu compte, non, ça c'est pas terrible et tout. Mais avec assez peu d'indications, c'était des dessins assez roughs. Et mon travail consistait à reprendre tout le dessin et de créer en fait le dessin final et les armures en fait et tous les reflets, parce qu'il y avait zéro indication. Et ce qui était vraiment marrant à cette époque-là, puisqu'on était en 2005, je crois, ou 2006, je ne sais plus exactement, c'est qu'on avait Internet, mais c'était pas l'Internet de maintenant, puis on n'avait pas d'iPhone, on n'avait rien, il n'y avait pas autant de choses sur Internet qu'il y en a aujourd'hui. Et il ne nous a filé absolument aucune référence, c'est-à-dire si j'avais besoin d'avoir l'armure de tel ou tel chevalier, il fallait que j'aille sur Internet pour essayer de trouver des bouts d'images ou de vidéos, d'épisodes où on pouvait retrouver les anciens chevaliers qui se faisaient attaquer à cette époque-là. Parce que c'est un flashback aussi, c'était une scène avec le flashback devant le juge des enfers. Et donc il y a plein de flashbacks avec des anciens chevaliers. Et donc voilà, il a fallu que je trouve mes références tout seul. Parfois même sur le peer-to-peer, mais ça faut pas le dire, chut. Et donc finalement, la journée je faisais mes tableaux Excel et la nuit je passais mon temps à faire les plans de Saint Seiya. Je te raconte pas le degré de fatigue que j'atteignais, mais j'étais vraiment très très heureux. Et un des dessins qui me faisait vraiment très plaisir de faire, c'était celui où c'était un plan fixe d'ailleurs, où Seiya donne un coup de pied dans la figure du chevalier du lion. Et là, c'était presque un travail d'illustration d'ailleurs plus que d'animation, puisque c'est là où je me suis éclaté à faire tous les reflets de l'armure, les ombres, et essayer de coller au plus près du trait de Monsieur Araki, puisqu'on se rend compte quand même sur le Meikai que la qualité globale a quand même un peu baissé, à mon sens. Mais les dessins originaux étaient vraiment très très beaux, et je pense que dans la production, avec les intervalles et les intervallistes, je ne sais pas quel studio s'en est occupé, mais c'était beaucoup moins joli à l'arrivée. Et donc c'est pour ça que nous, on nous disait toujours de faire en sorte que les dessins soient extrêmement poussés, puisqu'il y avait au moins 50% de déperdition de qualité dans la production après, avec toutes les mains qui passent sur un dessin. Élément positif, ce sont les décors. Fini la 3D cheap. L'épisode 2, Citeru, tient selon moi largement la route.
Sur le Kocho, l'épisode 9 nous livre une belle confrontation entre Athéna et Hadès, avec derrière cela un affrontement old school entre Seiya et Valentine, un combat qui avait surpris tout le monde à l'époque tant il était fluide et super bien animé. Valentine étant absent dans l'opening, on avait clairement peur de ne pas le voir apparaître. L'utilisation d'anciennes OST de la série fait merveille sur ce combat. Concernant d'ailleurs les OST, l'atmosphère est enrichie par la BO du Tenkai'n, en plus de celle d'Hadès et de Lucifer. Cela créera l'identité sonore du Mekai et ça marche plutôt bien. Hélas, Katsumata ne fait pas correctement son boulot. Les moments forts de cet arc sont hélas loupés. La révélation de Shun qui se révèle être Hadès est très mal réalisée. La mort des Gold ou même de Canon aurait pu être... Non, ça aurait dû être plus émouvant vu le passif de la série. Les épisodes étant exclusivement réalisés par Araki Prod, ça n'a jamais été autant homogène. Donc graphiquement, oui, quand ça ne bouge pas, on n'a rien à dire. Limite, ça ferait un magnifique anime comics. Lors du lancement de la pré-prod du Mekai, Araki avait contacté plusieurs animateurs de Junikyu pour l'épauler sur ce nouveau projet. Ravi du résultat et de l'homogénéité obtenue lors de Junikyu, il souhaite réitérer l'expérience sur ce volet. Malheureusement, plusieurs de ces animateurs sont pris sur d'autres productions. Et seul Michinori Shiba répondra à l'appel. Toutefois, fort pris sur la série Basilisk, il se désistera lors de la production de l'OAV6 et abandonne le projet inachevé qui sera sauvé in extremis par Himeno qui sera désignée comme directrice de l'animation. Bien entendu, les délais de prod trop serrés ne permettront jamais de récupérer le retard et l'épisode n'est pas unifié comme l'ont été les précédents. Du coup, on diffuse un épisode mal animé, mal dessiné et truffé de défauts. La suite, nous la connaissons. Les fans crient au scandale et finissent même par attaquer Araki Prod, considérant le studio comme l'auteur de ces horreurs. Araki a été assez affecté et ne supportait pas que l'on puisse apposer son nom ou celui de son studio sur ces énormissimes ratages. À la suite de cet incident, Araki, assez déçu par la tournure qu'avaient pris ces événements, décidera de confier la réalisation des futurs épisodes exclusivement à son studio. D'où sa demande de prise d'avance sur la partie 2 afin de ne plus jamais connaître cette galère. Quelques talents ressortent du lot dans le staff de l'Araki Prod, notamment Kyoko Shino et Ishikawa qui deviennent peu à peu les bras droits de Shingo Araki et Himeno sur cette production. Ishikawa reste très actif d'ailleurs sur la communauté des fans et participera au design de la saison 2 de Saint Omega ainsi que sur Sentia Show. Himeno est présente mais ne supporte pas du tout les conditions de travail imposées par la Toei Animation. Par ailleurs, l'état de santé de Shingo Araki commence à se détériorer à cette époque. Quel enfer pour Shingo Araki. Hélas, un autre souci est apparu lors de la production des OAV de la partie 2, l'OAV 3, Araki ayant terminé les layouts de l'OAV 4 et Himeno travaillant sur la direction de l'animation de l'épisode, Araki se pencha sur les rushs de l'OAV 3. Et là, il contraste avec effroi qu'il y aurait un bis repetita de l'OAV 6 du Zensho, la partie 1. Les animations du combat de Valentine Seiya sont de très mauvaise facture et le tout ne ressemble à rien. Pour rien au monde, il ne laissera passer une telle bourde et décide donc de retravailler le tout en faisant des retakes très importants sur tout l'épisode. Le résultat final est bluffant.
Les animations sont soignées, percutantes et stylées. De plus, l'homogénéité du trait est conservée sur les séquences du combat Seiya Valentine. Un peu moins sur Hades et Athéna. Il est à noter d'ailleurs qu'un plan du Tenkaihan a été réutilisé lors de la confrontation Athéna-Hades afin de gagner du temps à l'animation. Araki aura donc perdu énormément de temps sur ses retouches, tant qu'il était censé se consacrer au layout des OAV 5 et 6. Du coup, avec Katsumata, Araki a dû trouver un subterfuge pour raccourcir les séquences d'animation d'au moins un épisode. C'est la raison pour laquelle on a honteusement réincorporé 5 minutes de l'OAV4 dans l'OAV5. Il n'avait absolument pas le choix et c'est donc l'OAV5 qui aura été sacrifié, raccourcissant ainsi terriblement le combat Canon Radamante. Même l'aide précieuse d'Imuno et de Kyoko Shino au layout n'aura pas suffi à rattraper le retard et proposer l'OAV5 dans son aspect initial. Les OAV sont désormais produites par la société Avex Entertainment. Si vous avez un nom à maudire, c'est bien celui-ci. Les DVD édités, contrairement au Johnny Q chez Bandai, n'ont droit qu'à une scène bonus, celle de l'OAV2. On imagine que le staff n'avait pas le temps nécessaire pour rajouter et financer des scènes supplémentaires. Pour les voix maudites du casting, elles ont depuis progressé et leurs interprétations est bien mieux gérée que cela soit dans les OAV, les jeux pachinko ou les jeux sur PlayStation 4. Mais parlons des spectres à apparaître et ils sont très nombreux. Caron de l'Acron. Spectre atypique car bien que servant Hades, il est facilement soudoyable. Il n'a que faire de la menace que pourraient représenter les saints d'Athéna. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il déteste également tout effort inutile et il est assez fourbe. Malgré tout, ce portrait peu reluisant, il est perspicace pour déceler la pureté des visiteurs, notamment celle de Shun. Ses habiletés sont également bien réelles, à l'instar de Krishna, une fois séparé de son arme de prédilection, à savoir sa rame, il devient nettement plus dangereux. Son affrontement face à Seiya donnera d'ailleurs des airs de western. Fait rare, mais nous ne savons pas comment meurt Caron. En effet, il est encore vivant lorsqu'il reprend sa barque et Shiryu et Yoga l'évoquent à la 4e prison. Bien plus tard, Ikki terrasse tous les spectres et constate qu'à travers le chapelet de Shaka, tous les spectres ont péri. Donc, question, qui a tué Caron ? Rune du Baleron. Son surprise représente un baleron, un démon ailé issu de la série du jeu vidéo Ultima. Il s'agit bien évidemment d'une référence au célèbre Balrog de Tolkien, dont le nom a été altéré pour des questions de droit. Rune ou Lune est un de mes spectres favoris. À partir de cet adversaire, Seiya et Shun ne pourront plus faire face seuls à un spectre tant on arrive vers du haut niveau. Étant le suppliant de Minos, il juge les humains. Le débat est, ma foi, intéressant et j'aime beaucoup ce que rétorque Shun à Rune. Si chacun de nos actes est comptabilisé comme un péché, le simple fait de vivre constitue donc en soi un péché. Est-ce que vivre est un crime? En effet, grâce à l'attaque Réincarnation de Rune, il révèle tous les méfaits de Seiya, notamment d'avoir tué des insectes et des animaux durant son enfance, et d'avoir blessé, voire tué des gens en tant que sainte. Rune élude bien évidemment la question du saint d'Andromède. Notons qu'il est l'un des rares spectres à avoir vu le visage d'Hadès, et donc fait évidemment la comparaison avec celui de Shun. Sous l'influence de l'illusion de Canon, Rune est finalement vaincu très facilement par celui-ci, qui rétorque et clôt ainsi habilement le débat. Rune meurt donc sur un pont à l'instar du Balrog du célèbre roman.
Pharaon. Hélas, le seul personnage issu de la mythologie égyptienne. Quel dommage, tant il y avait des choses à faire avec ce protagoniste. Pharaon était le musicien attitré d'Hadès avant qu'il ne soit remplacé par Orphée. Depuis ce jour, Pharaon nourrit une profonde haine à l'égard du Silver Saint. Pharaon et Pandore sont en effet responsables du sort tragique d'Eurydice. Une fois qu'Orphée aura compris ceci, une rébellion se préparera en bonne et due forme. Pharaon utilise une musique qui ensorcelle directement ses victimes via son attaque, le Balance of Course. L'adversaire subit une illusion où son cœur est arraché et pèse sur une balance faisant référence à cette précieuse mythologie égyptienne. La Nebula Chain ne sera d'aucune utilité et seul Orphée sera capable de déjouer ses illusions. ファラオ、はやはり死人が生き返るなどと悪しき洗礼を作っては Rogue du Golem, le gardien de la troisième prison. Il intervient peu dans l'intrigue d'une manière de montrer que Shiryu, Yoga et Kanon sont extrêmement pressés. Il semble largement inférieur à Rune, Charon et Pharaon. Ivan du Troll. Un troll avant l'heure puisque lorsqu'il révèle son nom, il meurt en disant que son étoile maléfique est celle de la défaite. Un gag de Kurumada, à plus forte raison que son nom est un jeu de mots sur Iwanei ne dit pas. En effet, le spectre meurt sans même avoir eu le temps de se présenter. Phlegias du Lycaon. J'ai parlé de ses origines tout à l'heure. Ce spectre est très puissant car il met très facilement KO Shiryu et Yoga avec son All-in Inferno. Cette technique est basée sur la contre-attaque et c'est ainsi qu'il vient à bout très facilement de ses deux bronzes. Hélas, ayant vu cette technique, Kanon a le loisir de riposter très facilement. Même si son temps d'apparition est relativement court, Phlegias m'a toujours surpris de manière très positive, concernant son entrée relativement impressionnante. 死ねアテナのフェイトアウェイに生きるの Stand du Scarabée, un spectre immense, probablement très fort sur le plan physique, mais on ne le verra pas, tout du moins dans le manga d'origine. Dans le canvas, il se mesure en effet à Yato, et en un sens, ce personnage est carrément plus développé dans Lost Canvas. Dans le manga, il meurt très facilement et très rapidement face à Kanon. Valentine de la Harpie, un excellent spectre qu'on aurait dû voir dans les OAV du Junikyu. Lui et Seiya se font une promesse de se retrouver et semble être le bras droit de Radamante. Seiya, emprisonné à ce moment-là, est contraint de mettre en jeu l'armure d'Athéna pour se sortir de ce mauvais pas. C'est l'un des rares combats qui est meilleur dans l'adaptation animée, car bien plus long et palpitant. En effet, dans le manga, Valentine est vaincu par un coup de pied de Seiya et c'est fini. En fin de volume d'ailleurs, je pensais même qu'il allait y avoir autre chose, mais non. Notons que la technique du Great the Live est assez puissante pour endommager la clause de Pégase pourtant renforcée. Les autres lieutenants de Radamante sont Gordon, Queen et Sylphide. Quel gâchis! J'ai toujours eu le sentiment que Kurumada avait complètement oublié ses spectres et qu'il s'en est souvenu au dernier moment, alors que l'intrigue à ce moment-là se prépare à aborder Édition. Par exemple, il aurait été plus intéressant de faire affronter seul à seul Gordon et Shiryu via le labyrinthe du Minotaure. Hélas, les trois lieutenants sont des adversaires désignés pour donner un combat difficile à Shiryu. Cela dit, les trois lieutenants sont véritablement très puissants. C'est par ce combat que Shiryu acquiert la technique la plus puissante de son maître. Il est tout de même très curieux de se dire que Sylphide est le dernier spectre important à mourir, alors qu'on aurait pu penser à un juge. Ah, les juges, bizarrement nommés les titans dans la première traduction de Kana. Eak, sans doute le moins populaire des trois, car il apparaît assez peu en fait. Dans les OAV d'Hadès, il est incarné par le redoutable Shinichiro Miki, aujourd'hui connu pour être la voix de Zamatsu dans Dragon Ball Super. Bien que son combat paraisse disputé entre lui et Iki, il est vaincu par un des deux ex-machina les plus célèbres du manga. En effet, Eak est doté d'une grande rapidité. Or, Iki comprend que pour l'atteindre, il suffit de dépasser cette vitesse. お前を倒すにはその上を行けばいいわけだ Il est assez dingue de voir malgré tout Iki vaincre aussi facilement un juge. Cela dit, s'il avait été trop mis en difficulté, alors on se serait douté tout de suite que
de son sort face à Hadès. Or, ce combat permet au lecteur de penser que le Phénix a une chance face à Hadès. Minos, spectre redoutable avec cette fameuse technique du Cosmic Marionation qui fonctionne très bien sur Kanon et Yoga. Que cela soit dans Next Dimension, Lost Canvas ou le manga d'origine, cette technique a toujours fonctionné. Notons que lors du sacrifice des Gold Saints, Minos combat furtivement les bronzes dans les OAV et les vainc très facilement. À l'instar de Rhadamanthe, Minos fait preuve d'une grande résistance. Mais cela est encore plus poussé puisque lui survit à l'explosion déclenchée par les 12 Gold Saints. Un exploit qu'il est bon de souligner. Il est finalement vaincu par Yoga qui n'avait pas eu l'occasion de beaucoup combattre. Mais ironiquement, ce n'est pas lui qui tue Minos, mais la dimension entre l'enfer et Elysion. Minos, n'ayant pas du sang divin sur lui, meurt. Le plus célèbre et le plus populaire des juges, très bien mis en avant dans le Junikyu puisqu'il envoie ses hommes et c'est le premier véritable spectre important à apparaître, parvenant à vaincre très facilement Deathmask et Aphrodite. Profitant qu'Aeolia, Mu et Milo sont au palais de Pandore, il les envoie directement en enfer et ceux-ci seront faits prisonniers au Cocyte. Perspicace, Rhadamanthe comprend le danger potentiel que représentent Seiya et sa bande, et ce par l'intermédiaire de la mort de Zélos. Il se mesurera face à Kanon et on ne sait comment, mais le spectre de la Wyvern connaît la tromperie de l'ancien marineur envers Poséidon. Le combat est mis en suspens. Kurumada souhaitait le faire sur 3 rounds. Là encore, Rhadamanthe est bien plus méfiant que Pandore et comprend rapidement la tromperie d'Orphée et le blesse fatalement. Le Pegasus Ryuseiken à pleine puissance ne vaincra en rien le juge, d'ailleurs qui fait preuve d'une grande résistance, et ce n'est que par la suite qu'il subit les effets secondaires de la lyre d'Orphée face à Kanon. Bien que du mauvais côté, Rhadamanthe n'en demeure pas moins loyal dans ses combats, et ne souhaitait nullement être aidé par Éaque et Minos dans son duel face à Kanon. Ce dernier, ayant plus la gold du Gémeaux, se sacrifie. Une fin abrupte, certes, mais qui emporte 2 personnages majeurs de cet arc. Voilà ce que j'avais à dire sur le Mekai. Je ne vous cache pas ma grande déception de cette adaptation. Mes attentes étaient hautes et comme vous pouvez le constater en interne, ça a été un sacré carnage pour la Araki Production. Ils ont tout fait pour limiter la casse. Hélas, même avec la meilleure volonté, l'équipe s'est confrontée à de nombreux imprévus qui rendirent la tâche impossible à mener à bien. Aujourd'hui, j'aime pas vraiment revoir cette adaptation. Elle me rend triste. Par rapport à ce qui aurait pu être fait, je maudis terriblement les décisions de la firme et même s'il s'est rajouté de nombreux éléments comme la crise de l'animation, les départs de dernière minute pour l'OAV6, c'est d'autant plus dommage que pour moi, je considère les aventures de Seiya et Shun dans le Mekai comme étant la meilleure partie du manga de Masami Kurumada. Pour moi, c'est ce que j'ai lu de mieux de Masami Kurumada. Alors bien sûr, si j'aime 2-3 épisodes de ces OAV et que tout n'est bien évidemment pas à jeter, il faut saluer et rendre hommage à l'Araki Production qui a tout fait pour sauver ce projet avec quelques réussites, c'est certain. Et voilà, il ne me reste plus qu'à relire le manga de Masami Kurumada en rêvant de ce qu'aurait pu être une adaptation digne de ce nom.この
Et là, c'est affreux, vous vous dites, mais bon sang, j'aurais voulu avoir des OAV tels que c'était le cas dans le Junikyu, via ces 13 et beaux épisodes. Où est-ce que je peux retrouver ça? Eh bien, j'ai peut-être une solution, à savoir la série Kashan Signs. Alors, cette série est un remake, puisque le héros existait déjà, un héros vedette de Tatsunoko. Si vous avez joué au jeu Tatsunoko versus Capcom, bah, vous avez déjà vu ce personnage. Excellent jeu d'ailleurs, de la part de Capcom, bravo, sur Wii. Eh bien, ce remake a une particularité très intéressante, c'est que déjà il est réalisé par Yamauchi et la voix du héros est incarnée par Toru Furuya. Et la série est très déprimante. Si vous voulez voir ce qu'aurait pu être le Mekai à travers Yamauchi ou quelque chose qui s'en rapproche assez, je vous conseille vraiment de vous jeter sur cette série, d'autant qu'elle ne vaut pas très cher. Parce que la série n'a pas très bien marché malheureusement en France. Et cerise sur le gâteau, le character design est Umakochi, donc si vous connaissez My Hero Academia, bah, vous le connaissez, ou plus modestement Saint Seiya Omega. Bref, une belle équipe.